Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour continuer à débattre ce matin. Nous posons ensemble une question essentielle pour nous et pour les générations futures dans le contexte de transition que nous connaissons tous. Croissance soutenable, a-t-on vraiment le choix? Voilà le titre de cette table ronde. Et avec nous aujourd'hui pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Donohoe, ministre de la Dépense publique et de la Réforme d'Irlande, également président de l'Eurogroupe. Philippe Haim, président du directoire de la Banque Postale, que vous venez d'entendre pour la remise du prix. Madame Ilham Kadri, bonjour Ilham, qui est présidente, directrice générale du groupe Solvay. Et évidemment, bien sûr, monsieur le ministre Bruno Le Maire, merci d'être avec nous ce matin. Soutenabilité environnementale, sociale ou encore financière pour le cercle des économistes. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Patrick Artus qui va introduire cette session et qui va notamment tenter de nous définir ce qu'on entend par croissance soutenable. Patrick, c'est à toi, nous t'écoutons. Merci Marie, bonjour à tous. Oui, je crois qu'il faut commencer par une définition. Qu'est-ce que c'est qu'une croissance soutenable ? Alors, évidemment, c'est une croissance qui est soutenable d'un point de vue environnemental. Il ne faut pas émettre plus de gaz à effet de serre. Il faut plus que la biodiversité se réduise. Il faut être économe en matières premières qui sont rares. Alors évidemment, nous ne sommes pas dans une croissance soutenable pour l'instant. Hein. Les émissions de CO2 sont stabilisées au niveau mondial, mais ne reculent pas. Si vous regardez la biodiversité, on a à peu près 40 000 espèces animales qui sont menacées. Si vous regardez la question de l'eau, vous savez que la consommation d'eau par humain diminue avec la croissance de la population. Hein. On est passé de 13 000 m3 par personne en 1970 à 6 000 m3 par personne. Donc on a encore un long chemin pour arriver à la soutenabilité environnementale. Mais une croissance soutenable ne s'arrête pas aux questions environnementales. Une croissance soutenable doit être soutenable socialement. Il ne faut pas que les inégalités de revenus ou de patrimoine augmentent. Vous savez qu'en France, les inégalités de revenus sont assez stables, mais les inégalités de patrimoine augmentent. Il ne faut pas que la pauvreté progresse. La pauvreté progresse par exemple aux États-Unis. Et puis, il faut qu'une croissance assure un système éducatif qui est absolument central comme question, comme condition de soutenabilité de la croissance. Il faut que le taux d'emploi augmente, en particulier en France, en particulier dans les pays d'Europe du Sud. Vous savez que l'augmentation du taux d'emploi est la façon pratiquement unique avec laquelle nous pouvons espérer de financer, d'avoir suffisamment de ressources pour financer la transition environnementale. Et puis la dernière condition pour qu'une croissance soit soutenable, c'est qu'elle soit financièrement soutenable. Et en particulier, on ne peut pas imaginer de laisser exploser les niveaux des taux d'endettement public parce qu'on aurait effectivement à faire face à une crise financière. Alors, je crois qu'il faut... il y a plein de conditions, donc, une croissance soutenable. Elle doit être soutenable d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, d'un point de vue financier. Je crois qu'il faut hiérarchiser ces questions. Si on hiérarchise les objectifs de soutenabilité, des objectifs de politique économique, je crois que la transition environnementale, les questions environnementales ne peuvent pas être laissées de côté. Donc il faut absolument qu'on vérifie la neutralité carbone à l'horizon de 2050. Il faut évidemment qu'on gère mieux l'eau mondiale. Et donc ce n'est pas discutable. Hein. Je crois que c'est un objectif qui vient en premier. Et je crois que pas loin vient la question de la stabilité financière et de la stabilité des taux d'endettement public. Si on a des taux d'endettement public qui continuent d'augmenter, à un certain moment, on sera confronté à une crise financière et on remettra en cause les capacités de financement des États et des entreprises de la transition énergétique.
dans cette liste par importance décroissante, mais pas loin des deux premiers objectifs, il y a le taux d'emploi. Alors ce n'est pas une question pour les pays nordiques, pour l'Allemagne, pour le Canada, c'est une question pour la France, c'est une question pour les pays d'Europe du Sud. Le taux d'emploi est pratiquement 10 points inférieur à ce qu'il est dans les pays qui sont les mieux disants sur le taux d'emploi. Vous savez qu'en faisant un rapide calcul, si nous avions le taux d'emploi des Allemands, nous aurions un excédent budgétaire à cause du supplément de recettes fiscales que cela générerait. Et donc, je crois que je dirais que renoncer à la transition énergétique et environnementale, on ne peut pas. Renoncer à la stabilité financière, on ne peut pas. Et renoncer à faire les réformes du système éducatif, du système de formation qui feront monter le taux d'emploi en particulier dans ce pays, c'est inimaginable. Et alors, il reste un quatrième objectif de la politique économique qui est la norme d'inflation à 2% de la Banque centrale européenne. Et je crois que c'est un objectif qui n'est pas du tout au même niveau que les autres. Autant on ne peut pas renoncer à l'objectif de stabilité financière, de transition environnementale et d'augmentation du taux d'emploi, autant on peut renoncer à l'objectif d'inflation. Et je fais partie de ceux qui pensent que nous devrons remonter l'objectif d'inflation de la Banque centrale européenne, pas énormément, mais peut-être de 2 à 3%, parce que pas maintenant, dans 1 an, dans 2 ans, ça nous donnera la possibilité de garder une politique de taux d'intérêt assez bas, de taux d'intérêt réel plus bas, et ça rendra possible les autres politiques. Ça dégagera les marges de manœuvre budgétaires et ça évitera de faire monter le taux d'endettement public. Si vous avez des taux d'intérêt plus bas, vous avez moins de dette publique, vous avez plus de marge de manœuvre budgétaire, et ça sera la façon, je crois, la plus pertinente et la moins dangereuse de satisfaire les 3 conditions de transition énergétique que j'évoquais avant. Donc, je ne crois pas qu'on pourra garder un objectif d'inflation, et ce n'est pas grave, ça serait beaucoup plus grave de renoncer aux autres objectifs. Voilà, Marie, ce que je voulais dire. Merci Patrick pour cette introduction. Alors, la question telle qu'elle nous est posée ce matin est: a-t-on vraiment le choix ? Alors, vu d'ici et la danse des éventails, c'est très amusant. La réponse serait clairement non, on n'a pas le choix, en tout cas pour la transition climatique. C'est très joli continuer. Alors après, plus structurellement, on a toujours le choix de politique économique. A-t-on envie de répondre ? Ouais, c'est gentil, merci. Et donc, a fortiori, comme je le disais, ce sont des choix de politique économique. Il y a toujours l'option du statu quo, il y a le chemin de la décroissance, prôné par certains, il existe aussi. Et puis, il y a cette croissance verte que vous prenez, Bruno Le Maire, ce qui m'emmène, Monsieur le Ministre, tout de suite à cette première question qui ouvre le débat. Est-ce que croissance et verte peuvent aller ensemble ? Comment et a-t-on le choix ? Alors, la réponse est oui. Comme la réponse à votre première question, a-t-on le choix pour nous faire tous gagner du temps ? Et clairement, non. Non, nous n'avons pas le choix. Non, nous ne pouvons pas ne pas accélérer la décarbonation et la transition climatique, tout simplement parce que sinon, notre vie sera invivable. Il y a plus de 5 ans que je viens aux rencontres d'Aix. Il y a 5 ans, on avait déjà chaud. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous passer d'éventail. Et dans 5 ans, ce sera insupportable d'être sous ce chapiteau. Donc entre la vie et la mort, il faut choisir. Si on veut la vie, si on veut une planète vivable, il faut évidemment choisir la transition climatique. Nous n'avons pas d'autre choix. Je vais vous économiser du temps sur ce sujet. Alors après, comment est-ce qu'on fait cette croissance verte ? D'abord, il faut avoir de la croissance. C'est le préalable absolu. Je le dis à tous ceux qui prônent la décroissance est une impasse, que d'ailleurs aucun autre pays de la planète ne va choisir, ni la Chine, ni les États-Unis, ni les pays africains qui ont besoin de croissance pour se développer. Donc il faut de la croissance, et nous avons réussi avec le président de la République, depuis un peu plus de 6 ans maintenant, à obtenir cette croissance. Il y a beaucoup de pays qui sont en récession en Europe. Nous sommes, nous, en France, en croissance. Et nous avons réussi, vous avez réussi. Vous, les entrepreneurs, les jeunes, tous ceux qui sont présents ici, vous avez réussi à obtenir des résultats qui paraissaient hors d'atteinte pour la France. Nous approchons du plein emploi. Nous avons de la croissance, je le disais, là où nous avions de la récession. Nous ouvrons à nouveau des usines
dans un pays qui a détruit 600 usines au cours des 40 dernières années. Nous avons créé près de 100 000 emplois industriels dans un pays qui en a supprimé 2 millions. Nous sommes devenus la première place financière en Europe. La City n'est plus à Londres, la City est à Paris. L'industrie se relocalise en France et nous réussissons ce que depuis 40 ans nous rêvions de réussir, un pays au plein emploi qui retrouve son industrie et qui est le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Je pense que ça mérite vos applaudissements. Alors maintenant, comment est-ce que l'on peut continuer? D'abord, il faut se fixer un objectif de long terme. L'objectif que nous pourrions nous fixer, tous collectivement, c'est de faire de la France la première économie verte en Europe à horizon 2050. J'ai la conviction sincère, pour des raisons géographiques, démographiques, d'innovation, scientifiques, que la France peut être la première puissance économique verte en Europe à cet horizon. Simplement, il faut être lucide sur les conditions pour atteindre cet objectif. J'en vois rapidement au moins 4. La première, c'est de briser un certain nombre de tabous. Si aujourd'hui nous avons les résultats dont nous pouvons nous féliciter tous collectivement, c'est parce qu'avec Emmanuel Macron, nous avons brisé des tabous. Ça ne se voit peut-être pas, mais le président de la République et moi-même, nous sommes des briseurs de tabous. Nous avons brisé le tabou sur la fiscalité du capital. Personne ne voulait y toucher au motif que ce serait injuste. Mais c'est parce que nous avons transformé radicalement la fiscalité du capital en 2017 que nous ouvrons des usines en 2022 et en 2023. Parce qu'il n'y a pas d'usine sans capital et il n'y a pas de capital avec une fiscalité confiscatoire. Nous avons brisé le tabou sur la politique industrielle européenne. Je me souviens d'une séance ici avec Peter Altmaier, l'ancien ministre de l'économie allemand, à qui je rends hommage. Nous avons proposé il y a 4 ans une politique industrielle européenne à l'époque où personne ne voulait entendre parler de politique industrielle européenne, personne ne voulait entendre parler de subventions, personne ne voulait entendre parler de crédit d'impôt pour ouvrir des usines. Mais nous n'avons pas attendu l'Inflation Reduction Act de Joe Biden pour dire avec l'Allemagne, il faut une politique industrielle, ce n'est pas le marché seul qui va nous permettre d'ouvrir des usines, il faut des soutiens financiers, il faut des aides publiques. Nous avons brisé ce tabou. Nous avons aussi brisé le tabou de l'apprentissage, qui était une voie de garage, qui est devenue une voie d'excellence. Je pense qu'il faut continuer à garder cet esprit libre et cet esprit transgressif pour que notre économie réussisse aussi bien qu'elle peut réussir. Et je suis très heureux d'entendre Patrick Artus. Moi, je ne peux pas le faire, parce que je suis ministre des Finances. Mais que Patrick Artus pose la question de la cible d'inflation à 2% de la Banque Centrale Européenne. Christine Lagarde ne m'écoutera pas parce que je n'ai pas le droit de m'exprimer sur ce sujet. Et mon voisin de gauche, qui est président de l'Eurogroupe, viendrait me faire des reproches si je le faisais. Mais si les économistes ouvrent ce débat, tu le fais, d'autres le font comme Olivier Blanchard, pourquoi pas? Aucun tabou, de la transgression, c'est comme ça que nous avancerons. Deuxième condition, croire à la science. Nous sommes une grande nation de science et de raison. Nous ne pouvons pas nous laisser gagner par le complotisme et l'obscurantisme. C'est la science qui nous donnera de l'avance. C'est la science qui nous permettra de gagner la bataille du climat. Si demain il faut faire rouler des trains par 40 ou 45 degrés, il faudra avoir travaillé sur la résistance des matériaux. Si nous voulons de l'électricité décarbonée, il faudra de nouveaux réacteurs nucléaires et de nouvelles générations de réacteurs nucléaires. Si nous voulons décarboner l'industrie, il faudra de l'hydrogène et il faudra toute la science de l'électrolyse pour savoir comment produire de l'hydrogène vert. En France et en Europe, nous devons être les premiers avocats de la science, de la raison et du savoir en Europe et dans le monde. C'est la seule façon de gagner la bataille de l'adaptation au changement climatique. Et au passage, il faut aussi défendre la science parce que c'est elle qui nous permettra enfin de faire des gains de productivité dans une économie européenne qui est un peu languissante. Elle se traîne. Ce n'est pas le TGV, c'est plutôt le tortillard. L'intelligence artificielle générative va nous permettre pour la première fois depuis plusieurs générations de retrouver de la productivité, d'être plus efficace. Je plaide donc, avant de poser les bases de la régulation de l'intelligence artificielle, que nous fassions de l'innovation, que nous investissions et que nous nous fixions comme objectif d'avoir un Open AI européen sous 5 ans
avec les calculateurs, les scientifiques et les algorithmes nécessaires. C'est possible. Troisième condition, il faut qu'on bosse. Ça, c'est la condition moins sympathique, un peu plus naturelle et un peu plus simple, mais il faut plus de travail en France. Patrick a aussi rappelé les chiffres, vous le connaissez par cœur, le taux d'emploi en France, nous l'avons fait remonter à 68%. C'est déjà pas mal parce qu'on venait de très très loin. C'est un des grands succès du président de la République et de sa majorité. Simplement, vous connaissez la formule, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me rassure. Là, c'est plutôt quand je me regarde, je me rassure par rapport à ce que j'étais, et quand je me compare, je me désole. L'Allemagne est à 78% de taux d'emploi. Les Pays-Bas sont à 80%. Il faut qu'on se fixe le même objectif. La France, elle, en 1970, était à 68% de taux d'emploi. 50 ans plus tard, elle est toujours à 68%. Et si on regarde un peu plus dans le détail, messieurs, votre taux d'emploi, il a baissé de 10 points. Et si nous sommes restés à 68% de taux d'emploi, c'est pour une seule raison, c'est parce que les femmes travaillent plus, nous sommes sauvés par les femmes. Donc nous devons augmenter le taux d'emploi du pays, ça résoudra nos problèmes de productivité, nos problèmes de réindustrialisation et nos problèmes de finances publiques dont je préfère ne pas parler pour ne pas gâcher l'atmosphère chaleureuse et sympathique de ce rendez-vous. Enfin, quatrième et dernière condition, et j'en ai terminé, il faut de l'argent. Et là, je me tourne vers mon voisin de gauche, who is, by the way, really a great guy. Pascal is the only finance minister who is ready to talk about James Joyce instead of talking about interest rates and growth in Europe. So thank you for being here, Pascal. Donc il faut de l'argent, et je considère que la meilleure façon de trouver de l'argent aujourd'hui, ce n'est pas de lever de nouveaux impôts, ce n'est pas un ISF vert, ce n'est pas des taxes supplémentaires, c'est d'abord créer l'union des marchés de capitaux pour qu'une start-up qui veut lever 100 millions d'euros ou 1 milliard d'euros n'ait pas besoin de se tourner vers les États-Unis, mais puisse les trouver en Europe, dans un marché des capitaux unifié que Pascal Deneuillou va réaliser pour nous. Merci à toutes et à tous. Bon, du coup, Pascal Deneuillou, on se tourne naturellement vers vous. Donc tout ça ne pourra se faire, on l'a bien compris, qu'avec l'Europe, qu'avec son impulsion et son argent. Bon, on le sait, elle est parfois tiraillée par des injonctions un peu contradictoires, mais comment elle fait du coup, après ce que vient de décrire Bruno Le Maire, pour rendre cette croissance durable, et comment fait-elle pour le préserver, en préservant quand même la soutenabilité des finances publiques, qui est quand même un sujet qu'a évoqué Patrick en introduction, dans un contexte où quand même les endettements se sont très dégradés avec les crises successives. Voilà, c'est votre réponse à Bruno Le Maire. How do I follow Bruno? But I'm going to have to do my best, and please excuse me for making my argument in English to you today, because I want to do my best to respond back to this very, very important theme. Politics is all about choices. If economics is the science of making decisions, politics is meant to be the art of making decisions, of evaluating trade-offs and making decisions, and then making the case for those decisions to the people that you serve. I'm really conscious of how hot it is here in our tent, so please bear with me as I just... Okay, donc je vous demande de m'écouter, je vais vous donner 3 chiffres. J'espère que ça va vous montrer la complexité de la décision que nous faisons tous, et je voudrais également vous dire leur importance. Le premier chiffre est 17,2, le deuxième chiffre est 1,1 et le troisième chiffre est 3,1. Le premier point, 17,2, est la température de l'air de notre monde ce jeudi. C'est le jour le plus chaud depuis qu'on a commencé à mesurer la température, ce qui veut dire que nous avons probablement eu la semaine la plus chaude depuis qu'on commence à la mesurer dans notre monde. Le deuxième chiffre de 1,1 est la croissance pour la zone euro pour cette année.
Et le troisième chiffre de 3,1 est le niveau moyen d'emprunt sur la zone euro. Et la complexité des décisions que nous devons tous prendre et la relation entre ces trois chiffres. Comment nous pouvons avoir une civilisation et un monde qui est encore en sécurité pour nous et pour nos enfants et pour les années à venir, et comment nous pouvons gérer les politiques économiques et tout en gérant les enjeux économiques qui ont été très bien illustrés par Bruno. Donc moi, je voudrais illustrer ces défis qui nous attendent en vous présentant également un troisième, en parlant du 3,1 de croissance durable. Donc le premier E d'économie, la lettre qui représente l'économie, le deuxième c'est environnement, et je voudrais vous présenter le troisième E, la lettre E, donc, qui est Electros, qui est comment vous allez maintenir, garder le consentement public et le soutien vers des décisions très importantes pour les décisions qui vont être prises. Et moi, je suis convaincue que la manière dont nous pouvons y arriver, c'est le quatrième E, qui est le rôle de l'Europe et de l'Union européenne. Donc tout ça a été illustré très récemment dans une visite que j'ai faite à une école secondaire dans mon district. Comme Bruno, moi je suis très fière d'être un politicien et j'ai passé tous les vendredis, je passe tous les vendredis dans ma commune à voir mes électeurs. Et je vois également, je me rends dans les écoles. Je faisais une présentation sur ce thème, sur le besoin que nous avons d'investir dans notre futur et sur la manière dont nous devons assurer nos finances publiques pour fournir cet investissement. Et un étudiant de 15 ans qui était assis sur les premiers rangs, comme nos amis qui sont maintenant là devant la salle, ont levé la main, et l'école dans laquelle je me trouvais, qui était donc l'école primaire dans laquelle moi j'allais, donc j'avais exactement le même uniforme scolaire que ce qu'il portait. Et il m'a dit pourquoi il faudrait qu'on investisse dans demain et penser à la sécurité du monde de demain si ma famille et moi-même, nous n'arrivons pas à avoir une maison, notre propre logement aujourd'hui. Et c'est cette réconciliation, cette combinaison des défis d'aujourd'hui avec les opportunités et les besoins de demain qui sont vraiment au cœur de la durabilité pour notre environnement, mais également pour notre économie et également pour avoir un meilleur Electros. Comment pouvons-nous pouvons-nous être soutenus? Donc, aujourd'hui, je voudrais sympathiser. Je suis ravie d'être assis à côté de Bruno parce que non seulement il est un véritable leader en termes d'économie en France et il réussit à merveille à répondre à ces défis, mais il est également un leader au niveau européen. Non seulement il dirige nos politiques, mais il nous explique comment le faire dans l'Union européenne. Donc, vous avez géré votre économie pour avoir des finances publiques qui sont plus sécures et retrouver la croissance. Il joue également un rôle très important dans l'Union européenne. Donc cela nous amène au défi sur la manière dont nous allons répondre à ce concept de croissance durable. Pour moi, ce n'est pas un sujet d'étude, ce n'est pas un sujet de débat non plus dans un événement. Pour moi, ce n'est pas abstrait. Pour moi, il s'agit toujours de la question que ce jeune homme a posée dans l'école où j'allais, qui m'a demandé quel est l'équilibre entre aujourd'hui et demain. Je crois que c'est ça, il s'agit de cet équilibre-là. Et pour moi, il y a un nombre différent de manières critiques très importantes qui nous permettront d'atteindre cet équilibre. La croissance, les finances publiques et comment nous investissons dans un futur plus vert. Donc, si je prends le premier point, qui est la croissance, ce qui est tellement important pour nous, et là, je vais revenir au chiffre de 1,1 que j'ai mentionné plus tôt,
c'est qu'il ne s'agit pas que du niveau de croissance, il s'agit également de la composition de cette croissance, du type de croissance. Et c'est pour ça que les travaux qui ont lieu en ce moment en France, et je sais que Bruno gère, avec ce bill d'économie verte et la durabilité des compagnies de demain et des industries de demain, c'est essentiel. Car une partie de la réponse à la question de ce jeune homme est de lui répondre qu'il aura un meilleur emploi bientôt que ce qui est disponible pour lui au moment présent. Et cela sera fait en investissant dans une croissance verte. Deuxièmement, il s'agit également de la sécurité de nos finances publiques. Il s'agit de réduire le niveau d'emprunt que nous avons. Il s'agit de faire baisser notre dette. Et je sais que c'est difficile. Je viens d'un pays qui a fait l'expérience de véritables défis quand vous avez perdu le contrôle de votre capacité d'avoir des finances publiques. Je ne veux plus que ça se reproduise en Irlande et je ne veux certainement pas le voir arriver en Europe. Et c'est la raison pour laquelle les travaux que nous avons faits dans le groupe euro pour coordonner nos politiques budgétaires, pour avoir un débat sur les règles budgétaires, nous permettront d'avoir des finances publiques sûres et d'investir dans un meilleur avenir. La troisième partie de la réponse tient également à vos économies, votre épargne, vos capitaux et vos banques. Nous avons un tel besoin d'investissement au niveau euro et nous n'utilisons pas l'épargne européenne pour investir dans les emplois européens et dans la croissance économique européenne. Et nous devons changer nos marchés capitaux, changer le fonctionnement de nos banques pour rendre cela possible. Ce n'est pas un travail si compliqué que ça, ce n'est pas le travail que vous nous suppliez de faire, mais c'est un travail que qu'il est fait progressivement peut transformer la nature de la situation. Et je vais revenir enfin à l'Europe. La raison pour laquelle l'Union européenne est tellement importante, c'est parce que elle a les institutions, qui font une différence dans le budget, les prochaines générations, le travail de la Commission, mais également si nous faisons tous le travail ensemble, le bénéfice mutuel sera énorme, car nous coordonnerons nos efforts. Plus l'économie française sera verte, plus l'économie irlandaise sera verte, plus nous aurons une chance d'accélérer nos efforts ensemble pour être verts. Donc pour moi, l'Union européenne, nos institutions, la Commission, la Banque européenne d'investissement jouent un rôle fondamental pour réconcilier ces éléments différents de la croissance que j'ai identifiés au début. Je vais terminer avec un petit point pour vous dire que je sais très bien où on en est. Je connais bien cette partie de votre pays et je sais que dans votre communauté avec Paul Cézanne, et j'apprécie énormément vos écrivains et votre art et je considère que Paul Cézanne est un artiste qui dépeint très bien la nature et je vois également que Zola est également un amoureux de la nature. Donc comment pouvons-nous combiner la nature et les changements économiques qui nous attendent? Je connais Zola, je connais Cézanne, leur amitié a pris fin, mais moi j'ai l'espoir qu'avec tous nos efforts, nous pouvons avoir la chance d'avoir une meilleure relation et que ces différents éléments, une meilleure relation entre eux, communiquent mieux l'un avec l'autre et qu'à l'avenir, nous pouvions avoir une meilleure France, une meilleure Europe et une meilleure Irlande. Je vous remercie. Évidemment, donc l'Europe a son rôle à jouer, les entreprises ont aussi leur rôle à jouer dans ces transitions. Ilham Kadri pour la transition écologique et la transition humaine qui va avec, d'ailleurs. C'est un défi énorme et coûteux pour vos entreprises, Ilham. Comment vous l'abordez, cette urgence, vous? Oui, tout d'abord, merci Marie. Je suis très heureuse de revenir à Aix. Il fait de plus en plus chaud. C'est dur de passer après les trois gentlemen. Hein. Patrick nous a dit qu'il y avait
l'urgence climatique, mais il y a l'urgence des problématiques de l'eau, de la biodiversité et autres. Monsieur le ministre Bruno Le Maire, vive les sciences, vive les femmes, je prends. Je suis scientifique et femme. J'aime beaucoup le call, hein, l'appel aux jeunes, parce qu'on a besoin beaucoup de jeunesse, y compris dans la façon dont on aborde la recherche. Donc effectivement, je représente l'industrie aujourd'hui sur ce panel, même l'industrie chimique, qui représente à peu près entre 6 et 9% des émissions mondiaux. Savoir que l'énergie, les émissions de l'énergie, c'est la plus grande part des greenhouse gas emissions, des gaz à effet de serre. Et je me rappelle quand j'ai déménagé des États-Unis en 2019 en Europe avec l'honneur de diriger la société Solvay. On m'avait un petit peu pointé des doigts, dire l'industrie chimique c'est pollueur, c'est le problème. Oui, je fais le coming out again and again. On fait partie du problème, mais on fait partie de la solution. Sans science, sans chimie, il n'y a pas de batterie électrique, il n'y a pas d'hydrogène vert, il n'y a pas de connectivité, il n'y a pas de dépollution de l'air, il n'y a pas d'eau propre. Et il faut une nouvelle façon de faire la science, ça c'est clair. Moi, il y a 30 ans, quand je faisais de la science, de la chimie au laboratoire, on m'apprenait à regarder les specs techniques, à innover, à produire, à jeter, et ensuite de calculer le cycle de vie, de fin de vie. Aujourd'hui, c'est un crime de parler de fin de vie. Cette robe, je ne vais pas la jeter ce soir à la poubelle, je vais la laver et la réutiliser. Donc je fais appel aux jeunes pour dire, venez, on a besoin d'une nouvelle façon de faire la chimie. Et la chimie, le carbone, ce n'est pas l'ennemi. Ce sont les émissions qui sont les ennemis. Et en fait, nous, les chimistes, on est comme des bons cuisiniers. On prend les éléments, les ingrédients qu'on a, ça s'appelle le Mendeleev Table, le tableau de Mendeleev, et on fait une bonne recette avec ça. Et vous avez cette ingéniosité de faire la recette différemment. Et on dit en général, la nécessité, c'est la mère de l'innovation. On a vu ce qui s'est passé au Covid, on a fait un vaccin en moins d'un an. On a vu les terminaux de LNG qui sont en train de se faire rapidement en Europe. Donc on a besoin de cette pression. Et l'Europe est sous pression. Donc on ne va pas le faire toute seule. Oui, Marie, vous avez raison. On a besoin de tout le monde. Les industriels que nous sommes, en reconnaissant qu'il y a un problème, on a tous rejoint les accords de Paris. Solvay l'a fait en 2019. On m'a dit qu'on allait perdre de l'argent, que ça n'allait pas être évident, parce qu'on faisait la moitié de Paris avant 2019. Depuis 2019, on a fait 2 fois Paris et on a doublé notre retour sur capitaux. Donc voilà, il faut que ça soit durable et profitable. Je crois aux 3 piliers qui sont People, Planet, Profits. Donc la planète, elle brûle, on a besoin de s'en occuper. Il y a le sens de l'urgence climatique. Le GIEC, il y a un rapport qui vient de sortir il y a quelques jours qui dit que les accords de Paris, ce n'est pas suffisant. Ici, il faut qu'on aille vraiment, qu'on sauve la planète. C'est le 1,5 et il faut le faire très vite. Et on n'a que 6 ans pour que nos enfants puissent accéder à une planète avec beaucoup de potentiel pour qu'ils puissent vivre leur vie pleinement. Donc la planète, c'est important. Il faut penser à la diversité, à la biodiversité. Il faut penser à la nature. Et c'est comme les comptes financiers. Hein. On le sait, nous, les financiers, les patrons de société, quand on a du capital, on ne l'utilise pas jusqu'à zéro. Hein. On laisse des choses dans notre bilan. On fait attention. Et ben, la nature, c'est la même chose. Elle ne nous envoie pas de facture, mais il y a une facture à payer. Mais je suis scientifique, optimiste, positif, comme le livre de Jean Hervé. Il m'a envoyé son livre qui disait 2 tiers salaire, 1 tiers profit, mais à l'intérieur, il m'a envoyé, je ne sais pas si c'est personnel, et je divulgue quelque chose, mais 2 tiers optimisme, 1 tiers espoir. Moi, je dirais plus, il y a plus qu'1 tiers qui devrait être de la science. Et si vous voyez l'histoire de l'humanité, l'histoire des sciences, et chez Solvay, on aime beaucoup les conférences de Solvay, où il y avait Marie Curie, d'ailleurs une Française immigrée, la seule qui a eu 2 fois le prix Nobel, où on a les Einstein, les points carrés, qui ont inventé la physique quantique depuis 1911, qui ont créé le monde scientifique technologique d'aujourd'hui. Et ben, je crois à cette ingéniosité humaine. Deuxièmement, il y a la collaboration entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. On ne peut pas le faire tout seul. Moi, je dois décarboner Solvay, ça va nous coûter, c'est une société qui fait 13,5 milliards d'euros l'année dernière. On va investir 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'est énorme.
Mais il y a nos fournisseurs et nos clients. Et des fois, ce n'est pas que des grandes sociétés, c'est des petites et moyennes entreprises qui ont besoin qu'on les prenne dans le bus parce que sans eux, nous ne sommes rien du tout. Et cette crise russe qui nous a fait comprendre qu'on vivait banqueroute, qu'on vivait sur du gaz russe qui n'était pas trop cher, etc., nous a un petit peu réveillés, nous a secoués. Et on y arrive avec un coût et une inflation dont Patrick a parlé, mais il faut que les choses redeviennent plus normales. Il faut qu'on trouve d'autres alternatives qui sont les renouvelables. Et dans notre industrie, on est finalement agnostique à l'énergie. On prend tout. On prend l'éolien, on prend le solaire, on prend la biomasse, etc. Donc on prend tout ça, mais il faut que ça soit compétitif. Il faut que ça soit 24 heures sur 7. Moi, dans mes usines, l'intermittent ne marche pas. On ne peut pas fermer un jour par année. Il nous faut cette énergie. Donc on a besoin des énergiciens, on a besoin de nos fournisseurs, ça s'appelle le scope 3, et on a besoin des clients, parce qu'à un moment donné, le problème du coût va être là. Qui va payer pour ça et comment on va partager ces coûts? Donc ce besoin de la chaîne de valeur est important. Et la dernière chose, probablement, c'est vraiment avoir, bien sûr, le régulateur, le politique, les autorités qui nous aident. Chez Solvay, par exemple, on se taxe en interne. On a un prix carbone global en Chine, aux États-Unis, comme en Europe. Quand on l'a poussé à 50 € la tonne en 2019, alors qu'il était à 25 en 2021, on est monté à 100 alors qu'il était à 50 en Europe. Il n'y a pas de prix carbone fédéral aux États-Unis, il n'y a pas de prix carbone en Chine. On nous a dit, oh là là, c'est... Même en interne, nos présidents de business disaient qu'on faisait une erreur, parce que c'est un peu venu de Bruxelles, mais on l'a lancé, et on ne le regrette pas aujourd'hui, parce que cette taxe carbone interne nous permet aujourd'hui de réinvestir dans nos propres projets qui sont aujourd'hui verts. L'année dernière, on a fait plus d'1 milliard d'investissements, et tous ces projets sont assez durables. Donc voilà, je promeus, le dernier, c'est le people. C'est qu'il ne faut pas laisser des gens behind, et c'est ce que vous avez dit, Monsieur le ministre de Nohou, c'est la fin du mois par rapport à la fin du monde. Nous, 40% de nos employés, ce sont des ouvriers. D'après le European Roundtable, il y a 20 millions d'Européens qui ont besoin d'être upskilled, reskilled d'ici 2030. Il y a le digital qui est là, il y a le AI, il y a le chat GPT qui est en train de révolutionner beaucoup de métiers. Et donc, il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'on a un rôle social d'abord. Et moi, personnellement, je veux sauver la Terre parce qu'il y a l'humain dedans. Donc voilà, on est très humaniste. Et je pense que l'industrie a un rôle à jouer. Pas toute seule, on a besoin du public et du privé, de bâtir des écosystèmes qui sont durables écologiquement, inclusifs et profitables. Merci beaucoup, Ilham Kadri. Merci. Alors, Philippe Heim, en tant qu'acteur financier, quelle est votre vue, tout simplement, sur ces sujets de transition écologique et énergétique? Merci beaucoup, Marie. Bonjour à toutes et tous. Alors, le thème de notre panel croissance soutenable, a-t-on le choix? Alors Patrick concluait, non, ce sujet n'est pas discutable. En fait, moi, je dois vous dire que ce sujet est discuté. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, nous avons organisé, nous, la Banque Postale, un événement, notre événement RSE annuel. Nous avons réuni des chefs d'entreprise, nous avons réuni des économistes, nous avons réuni des représentants d'ONG. Et pendant 4 heures, le modérateur de Facebook a bloqué la retransmission de notre événement. Puisqu'il considérait qu'au fond, de discuter de croissance soutenable, effectivement, comment s'adapter à cette transition écologique, c'est un thème qui n'était pas, en quelque sorte, acceptable. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, comme le disait le ministre, il faut lutter contre les obscurantismes. Et naturellement, bon, bien sûr, je m'associe à tout le monde. Oui, ce modèle, la croissance soutenable, pardon, on n'a pas le choix, c'est tout à fait évident. Oui, parce qu'on a besoin de laisser à nos enfants une terre qui est habitable. Oui, parce qu'on doit faire face aux fragmentations qu'induit cette dégradation du climat. Et face à cela, l'enjeu, c'est de réorienter notre modèle de croissance. Alors, pour cela, il faut définir un cadre d'action et ensuite, il faut mobiliser nos leviers. Alors, peut-être avant d'aborder les 3 items du cadre d'action, je crois que prendre ce constat que le paradigme de croissance n'est
effectivement plus soutenable, puisque nous avions une vision de la mondialisation sans doute qui était idéalisée, mais je pense qu'il faut revenir là-dessus, puisqu'il y a un débat où il faut que nous-mêmes on réalise ce que nous avons fait. Le fait, depuis 40 ans, avec l'accélération de l'entrée de la Chine dans l'OMC, on a transféré massivement des moyens de production en Chine. Un instant de raison, on était extrêmement satisfait puisqu'on a pu rapatrier de la désinflation, on a rapatrié du pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce que ça induit? C'est naturellement des pertes d'emplois industriels, ce que mentionnait le ministre. 2 millions d'emplois industriels qui ont disparu. Et nous, la Banque Postale, notre témoignage en tant que banque qui est implantée dans les territoires, qui accompagnons les collectivités, qui accompagnons 20 millions de clients, on voit cette désertification des territoires. Alors, le champ de contraintes se complexifie. 3 leviers, 3 champs d'action, un effort d'atténuation, un effort d'adaptation et un effort de cohésion. Alors, l'atténuation, juste rappeler, la Première ministre nous a annoncé fin du mois de mai que notre objectif national, c'est que nous devons réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Nous sommes à la moitié. Nous sommes à la moitié, mais nous l'avons réalisé en 33 ans, il nous reste maintenant 7 ans. Et en sachant que diminuer de 5%, c'est un effort qui est considérable, on y est parvenu avec la crise du Covid. Donc vous voyez concrètement ce que ça signifie. Alors, grâce aux efforts de sobriété de la crise ukrainienne, on a réussi sur un trimestre, en moyenne année pleine, à réduire de 8,5%. Mais mesurons que cet effort à réaliser est considérable. Et ce que nous dit RTE, c'est que si on additionne tous nos besoins d'électrification d'ici 2035, c'est 10 terawatts qu'il va falloir installer d'ici 2035, c'est-à-dire un EPR chaque année. Donc vous voyez bien, l'effort d'atténuation est considérable. Alors l'adaptation, le 1,5 degré, il n'est pas acquis. Il n'est pas acquis. Alors comme l'évoquait le ministre, il faut adapter nos infrastructures. Effectivement, un réseau ferré par température extrême, 3 semaines de canicule, naturellement, ça pose un problème si on doit remplacer les vols domestiques par le train. Il faut adapter naturellement nos villes qui sont bituminées. Et donc, il y a un effort d'adaptation très important. Un effort de cohésion. Et là aussi, en tant que banque, auprès des 20 millions de nos clients, et notamment des plus fragiles, aussi un témoignage. On a fait une étude avec le think tank Entreprise et Pauvreté. Et juste partager avec vous très rapidement quelques résultats sur la double peine de la pauvreté. Les plus fragiles dans notre pays, ils vivent dans les logements les plus petits, au prix du mètre carré le plus élevé, avec les prix d'assurance les plus élevés. Ils se déplacent dans des véhicules qui sont les plus anciens, avec les assurances les plus élevées et qui consomment le plus d'essence. Et on voit bien qu'il y a un effort dans cette transition, un effort de cohésion pour préserver, pour que notre communauté reste commune ensemble. Donc il faut agir maintenant, il faut réorienter la croissance, et après le cadre d'action, il faut mobiliser nos leviers. Et là, je crois très important qu'on a pu, dans le cadre de la France, programmer nos efforts avec maintenant un secrétariat général auprès du Premier ministre sur la programmation. Une juste répartition des efforts, et la Première ministre a indiqué un cadre. La moitié, ce seront les entreprises, un quart l'État, les collectivités, un quart les particuliers. Et je vais finir sur un point qui me tient vraiment à cœur, c'est définir un cadre coopératif. Et là, ce n'est pas du tout intuitif. Il faut que l'ensemble des acteurs s'entendent, il faut qu'on additionne nos efforts. Et un témoignage du secteur financier, qui est assez édifiant et qui revient à mon point d'introduction, c'est que le secteur financier s'est en fait structuré en alliances. Les banques, les asset managers, les assureurs, sous l'impulsion de McCartney, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre. Et donc ces alliances travaillent ensemble sur des trajectoires, sur des politiques, sur des moyens. Et il y a 2 mois, nos collègues assureurs ont reçu une lettre de 25 procureurs américains considérant que travailler ensemble, travailler sur une trajectoire, était constitutif d'une entente. Donc vous voyez, ce n'est pas évident d'être sur cette trajectoire. Alors je ne vais pas finir sur une note d'anxiété, puisque déjà les jeunes sont frappés par cette éco-anxiété. On va peut-être sur les temps désagréables, mais pour sortir de cette anxiété, je pense que le plus important, c'est rentrer dans l'action. Merci beaucoup Philippe. Alors,
Oui, je vois, monsieur le ministre, ça vous fait réagir tout ça. Vous avez envie d'y répondre, mais avant, je vous pose quand même la question que j'ai envie de vous poser, sinon elle va se perdre dans les méandres. Une fois qu'on a dit tout ça, que chacun semble avoir son rôle qui est bien défini dans cette transition, comment on fait pour concilier cette urgence, tout le monde a évoqué cette urgence, et le rythme de la mise en œuvre des politiques économiques habituelles qui, si j'ose dire, sont trop lentes pour l'urgence à laquelle on est confronté en ce moment, et parfois contrariées parce qu'on a plus urgent à traiter sur le moment. Voilà. Comment on concilie cette urgence avec notre rythme actuel de politique? Alors c'est toute la difficulté, mais je voulais rebondir effectivement sur ce que disait Philippe. Je suis un bon politique, vous voyez, je ne réponds pas à la question. J'y répondrai quand même à la fin. Mais Philippe a dit quelque chose de très important sur est-ce que notre objectif d'accélérer sur la transition climatique est partagé? Et je vous propose, même si Aix est la plus belle ville du monde, de sortir un moment d'Aix et d'essayer de nous projeter en Chine, à Pékin, à Riyad, à Washington ou à New York, et d'essayer d'imaginer une discussion avec le fonds de pension saoudien, le PIF, les fonds d'investissement chinois ou les grands fonds d'investissement américains, c'est-à-dire tous ceux qui financent la planète. Est-ce qu'ils sont plus volontaires qu'hier pour accélérer la transition climatique ou moins volontaires? Je vous donne la réponse, ils sont beaucoup moins volontaires. Et je pense qu'il faut que nous prenions la mesure de notre responsabilité historique, à nous, Européens, de défendre ce modèle de transition climatique à un moment où, dans le fond, si on est lucide, il est contesté. Et si on fait un tout petit peu d'histoire, qu'est-ce que l'Europe a apporté au monde, au-delà de ces acquis culturels, artistiques auxquels nous tenons tous et dont Aix est une parfaite illustration? À la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, l'Europe a apporté un nouveau modèle économique avec la création d'un modèle social de solidarité. Ça a été Beveridge, ça a été Bismarck, ça a été le modèle à la française. Nous avons, pendant un siècle, créé un modèle social qui n'existe ni en Chine, ni aux États-Unis, ni sur les autres grands continents de la planète. Et nous avons construit notre économie comme une économie de justice et de redistribution. Eh bien, je pense que nous devons à nouveau avoir le même genre d'ambition pour les décennies qui viennent. Et nous dire que la France et l'Europe, le continent européen, seront le continent qui proposera un modèle de développement économique durable au reste de la planète. Ça doit être ça notre ambition collective. Proposer un modèle durable qui concilie climat et croissance. Mais pour que ça marche, il faut que ce modèle soit soutenable. Nous n'avons pas vocation à être les idiots de la planète qui auraient réussi à défendre leur idéal, mais qui se seraient effondrés économiquement, qui n'auraient plus de prospérité et plus de quoi garantir une vie digne à l'ensemble de nos concitoyens. Quel est par conséquent le moyen d'arriver à porter cette ambition? Ce qui me permet, Marie, de répondre à votre question. Je pense que globalement, et je rejoins ce qu'a dit Ilham, il faut d'abord que l'imagination soit au pouvoir. Il faut penser différemment, il faut prendre les problèmes autrement, il faut regarder le monde autrement. De notre vie quotidienne, l'utilisation des vêtements qu'on jette trop, jusqu'à l'utilisation de l'eau, jusqu'au processus industriel qui nous permettent d'émettre moins de carbone lorsqu'on fait de la production industrielle. Moi, je veux citer en exemple le site de Solvay, à Dombasle, qui fait du bicarbonate de sodium et qui, pendant des décennies, a alimenté ses fours avec du charbon venu de Russie et qui désormais le fait avec de la biomasse et des déchets venus des villes de Meurthe et Moselle. Bravo Ilham pour ce travail. Il faut donc, c'est la première condition, rester en pointe de l'innovation, de l'imagination, de la science, je le disais précédemment. En deuxième lieu, il faut investir. Investir vite, investir massivement. Et quand je vous dis qu'il faut être un peu transgressif, n'ayons pas cette paresse intellectuelle de l'augmentation systématique des impôts et des taxes. Ça n'est pas la solution pour financer la transition écologique. Je crois beaucoup plus à la mobilisation de notre épargne et à la mobilisation de l'investissement privé. Enfin, troisième condition, innover, investir. Il faut aussi inciter, et là aussi je rejoins ce que dit Philippe, si on veut aller vite, il faut accompagner.
Et aller vite, ça n'est pas faire n'importe quoi, sinon on risque de tomber assez rapidement dans le fossé. Vous connaissez cette histoire que j'aime beaucoup de Voltaire qui devait rejoindre précipitamment Paris et quitter sa propriété de Ferney en Suisse. Son cocher avait compris qu'il fallait aller très vite, le plus vite possible à Paris. Moyennant quoi, fouette cocher, il s'emballe sur les routes, il va trop vite, le carrosse menace de verser, et Voltaire se penche par la fenêtre et dit à son cocher « Ralentissez, monsieur, je suis pressé ». Je pense que ça vaut aussi pour la transition climatique. Nous devons faire attention à accompagner tous ceux qui vont avoir à vivre très concrètement cette transition climatique. Moi, je suis très favorable à ce qu'on bascule d'une fiscalité brune à une fiscalité verte. Mais si on veut basculer d'une fiscalité brune à une fiscalité verte, il va falloir expliquer à tous les petits entrepreneurs de travaux publics qui, depuis des années, ont une incitation fiscale, ça s'appelle le GNR, qui fait qu'ils payent moins cher leur litre de gazole que nos autres compatriotes. Il va falloir expliquer aux agriculteurs qui payent beaucoup moins cher leur gazole qu'ils mettent dans leur tracteur ou dans leur machine agricole que désormais c'est fini. Et vous ne pouvez pas le faire du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas le faire d'un budget à un autre, d'une année à une autre. Il faut donner de la prévisibilité, il faut donner du temps pour aller vite et réussir la transition climatique. Il faut savoir prendre le temps nécessaire pour accompagner et soutenir les entreprises comme les ménages. Inciter, c'est aussi être capable de faire preuve de transgression sur des choses que nous avons mises en place depuis plusieurs années, mais qui doivent être modifiées. Je donne un exemple. Si on veut soutenir l'industrie verte le plus vite possible dans notre pays, il faut savoir réserver les bonus, les avantages fiscaux à la production industrielle nationale ou européenne. Je voudrais qu'on affirme haut et fort la préférence européenne pour la production industrielle verte et qu'on n'hésite pas à réserver nos bonus, par exemple sur le véhicule électrique, à la production industrielle de véhicules sur le sol français ou sur le sol européen. C'est ce que nous ferons à partir de 2024. Aujourd'hui, nous dépensons, vous dépensez 1,2 milliard de bonus sur les véhicules électriques chaque année, dont 70% va à des usines qui sont en dehors de l'Europe. Vous n'avez pas vocation, vous les contribuables français, à financer le développement des usines automobiles en Chine. Il faut être capable de faire cette transgression et d'aller vers la préférence européenne. Donc voilà ma conviction, cher Marie, allez vite, ce n'est pas faire n'importe quoi. Aller vite, ce n'est pas effacer les intérêts des ménages ou les intérêts des entreprises, c'est faire preuve d'imagination. L'imagination au pouvoir, c'est la seule solution pour gagner la bataille climatique. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, on a bien compris, ne pas aller trop vite pour faire les choses correctement. Mais Pascal Donnereux, je me retourne vers vous et je vais me faire l'avocat du diable. Sans aller trop vite, c'est parfois un peu lourd, l'Europe, la technostructure, les décisions. Et pendant ce temps-là, l'IRA américain, que le ministre a évoqué dans son introduction, commence déjà à produire ses effets. Est-ce que la compétitivité européenne peut résister à ça ? Je suis convaincue que l'Europe peut relever ce défi. Je suis conscient que la séance arrive à sa fin. Il y a d'autres intervenants qui souhaiteront prendre la parole. Je vais dire 3 choses. Tout d'abord, l'échelle de notre défi est tellement grande. Donc, il ne faut pas se focaliser sur certaines choses. Tout changement, même le plus petit dans notre économie, dans la société, dans la performance européenne, si on peut faire des tout petits changements rapidement, pays par pays, secteur par secteur, citoyen par citoyen, alors si on met tout ça ensemble, on va faire la différence. Et je suis très conscient que cette anxiété grandissante, que ce sens des primes vis-à-vis du climat et l'avenir, parfois, ça peut nous fatiguer et nous empêcher d'agir. Mais c'est pour cela que l'Europe est tellement importante, parce qu'en agissant ensemble, nous pouvons faire une différence. Deuxième point, il faut souligner ce que chacune des personnes sur la scène à ma gauche ont dit. Le partenariat entre le secteur public et le secteur privé, ici en Europe,
d'avoir un cadre juridique qui va donner des motivations pour ces partenariats peut être au cœur de l'action d'Europe pour agir différemment à l'avenir comme on a fait par le passé. Et dernier point, en ce qui concerne ce qui se passe en Chine, aux États-Unis, en fin de compte, les subventions sont importantes, soit, et les incitations fiscales sont importantes, soit, mais elles ne forment pas toute la réponse. Nous essayons de répondre à d'autres défis en ce qui concerne le financement public dans le temps pour être plus durable. Et c'est pour cela que les décisions politiques, juridiques que nous prenons et leur impact sur notre compétitivité, c'est quelque chose qu'il faut vraiment revoir à nouveau. Et il me semble que la Commission européenne a un rôle et une responsabilité à endosser dans ce sens. Mais je suis optimiste. L'Europe par le passé, la France, l'Irlande aussi ont démontré par le passé notre capacité de relever les défis quand les situations semblent être impossibles. Mais il y a beaucoup d'éventails devant moi. Et à l'avenir, il y aura de plus en plus de gens qui utilisent un éventail parce que ça nous montre qu'il faut agir. Parler de choses un peu concrètes avec vous. Ilan, vous avez commencé tout à l'heure à nous évoquer ce que vous faites pour procéder à cette transition chez Solvay. Ce virage, très concrètement, est-ce que vous avez des recettes qui pourraient d'ailleurs servir à vos pairs dans l'industrie? Comment concrètement on aborde ce virage de la transition? Alors, Monsieur le maire l'a dit, c'est une transition et des fois, il faut aller doucement pour aller plus vite. Parce que si on va trop vite, on y va tout seul. Hein. Il vaut mieux amener beaucoup de monde avec soi, que ce soit au sein de son entreprise d'ailleurs, mais aussi dans la chaîne de valeur, les fournisseurs et les clients. Et chez Solvay, c'était assez intéressant et je vais vous raconter l'anecdote. Quand je suis arrivée en 2019, on n'était pas alignés aux accords de Paris. On coupait à peu près la moitié de ce que Paris nous demandait. Donc j'ai fait un petit peu le jeu d'Apollo 13, vous vous rappelez, ramenez-les sur Terre. Donc j'ai dit, faites des speed dating, on a quand même 22 000 personnes autour du monde, on a beaucoup de savoir-faire, de know-how, on est une société de 160 ans, donc on sait faire les choses. Et donc ils sont revenus avec des projets, mais ils disaient, Ilham, faire juste une fois Paris, ça va être compliqué, ça va être cher, et on pense que ça va impacter les profits négativement. Donc on a commencé. Alors pour la faire courte, ça fait 4 ans et demi. On a 59 projets aujourd'hui sur la décarbonation de notre industrie, de nos assets. On a à peu près 100 usines dans le monde. Et ce n'est pas qu'européen, hein, c'est américain. On est maintenant le plus grand fermier solaire dans l'industrie chimique aux États-Unis. Donc on a 500 terrains de foot européens, plein de photovoltaïques, qui décarbonent nos polymères qui vont dans l'électronique, par exemple. Alors là, c'est sympa parce que le client était prêt à nous aider et à payer et à prendre ce produit. Donc on avait un take or pay. Et ces 59 projets, c'est à peu près retirer 2 millions de voitures par an. Donc c'est déjà sympa, vous dites. En 4 ans, c'est pas mal. Il nous faut 3 fois ça, et on ne sait pas encore comment, pour arriver à la neutralité carbone. Donc je me suis engagée pour la société. Alors c'est très sympa que les CEO et les chairmen et women, no offense, on s'engage pour nos prédécesseurs, parce qu'en 2040 et 50, je ne serai pas là, ok? Je serai bien en retraite en faisant autre chose. Et bien quand on fait cet engagement, et que le conseil d'administration fait cet engagement, c'est un moment solennel. C'est un moment de se dire, est-ce qu'on est sérieux pour nos successeurs? Et effectivement, on l'a chiffré, c'est les fameux 2 milliards pour une société comme Solvay. Donc ça coûte beaucoup. Mais en fait, le coût de ne pas le faire est plus grand que le coût de le faire. Ça, c'est notre raison d'être. Ça, c'est la volonté et notre croyance. Et on ne peut pas le faire seul, je l'ai déjà dit. Il faut la chaîne de valeur, il faut les autorités. Monsieur le maire l'a dit, on n'aurait pas pu faire d'emballe. À d'emballe, en fait, et on en est très très fiers au sein de Solvay en dehors avec nos clients, avec un partenaire Veolia, etc. On va construire la plus grande chaudière jamais construite dans l'Hexagone, peut-être en Europe, j'en sais rien, mais qui va utiliser des déchets. On utilise vos poubelles et si vous réutilisez les déchets, ils ne le sont plus. Ça s'appelle du circulaire.
Alors aujourd'hui, chez Solvay, c'est une anecdote. C'est 9% de nos ventes, c'est du circulaire. Il nous faut 3 fois ça, 4 fois ça. Et on me dit qu'il y a 5 minutes et je vais laisser aussi Patrick parler. Donc voilà, c'est un call for action, un call de collaboration. On a besoin de collaboration dans la chaîne de valeur. Chez WBCSD, dont j'ai l'honneur d'être la chair, c'est un non-profit. On a plus de 230 sociétés. On travaille sur ce qu'on appelle le scope 3. Il nous faut un langage end-to-end avec fournisseurs et clients. On a besoin d'une énergie abordable, 24 heures sur 7. On est vraiment agnostique, que ce soit éolien, solaire, biomasse, etc. Mais le nucléaire, hurrah, on est en train de faire un petit réacteur nucléaire, même aux États-Unis, hein, pour décarboner. Et pourquoi pas la fusion plus tard. Et on a besoin d'un changement de comportement et que l'humain, voilà, gère tout ça avec un goût d'optimisme qui est scientifique, qui est basé sur la science a toujours dit ce qui n'était pas possible demain peut être possible le lendemain. Ce qui n'était pas possible hier, désolé, peut être possible le lendemain. Ça va être scientifique et c'est ça qui me donne beaucoup d'espoir. Philippe, Ilham, elle l'explique très bien, elle le redit, il faut embarquer tout le monde dans ce projet, les clients, les sous-traitants, les parties prenantes. Comment on fait pour embarquer les territoires et les populations, a fortiori quand ça leur demande des efforts? Vous voyez ça tous les jours, comment on fait? Oui, merci Marie pour cette question qui est extrêmement importante. Et là, je peux porter également le témoignage de la Banque Postale, qui est le premier financeur des collectivités locales. Comme l'a dit Ilham, le coût de l'inaction est bien supérieur au coût de l'action. D'ailleurs, le GIEC nous a renseigné, nous a fait une estimation. Une transition désorganisée, c'est à l'horizon 2100, c'est à peu près 15 points de PIB. Alors, il faut agir. Alors oui, il est vrai, alors les territoires ont un rôle crucial à jouer puisque c'est vraiment la maille la plus pertinente pour voir les besoins sur les terrains, pour conduire les projets. Les besoins financiers sont énormes. On a estimé que d'ici 2030, il faudrait augmenter les investissements annuels, les passer de 6 à 12. Donc vous voyez, c'est important. Pour vous donner une illustration extrêmement concrète des besoins, mais extrêmement concrète, nous avons un système d'adduction d'eau en France aujourd'hui qui fait à peu près 1 million de kilomètres. Je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre. 1 million de kilomètres. Alors, à un moment où nous avons la sécheresse sur 3/4 de nos départements, nous perdons par ce système qui est vieillissant 20% de la capacité en eau, c'est-à-dire 1 milliard de mètres cubes. Voilà, c'est juste une illustration. Un besoin qui est considérable. Alors, le point que je veux ensuite dire, c'est qu'il y a des moyens pour accompagner les collectivités, le secteur bancaire, et là que je m'exprime devant Éric Lombard, la Caisse des dépôts. On peut associer des financements à 25-30 ans et avec des instruments publics, on peut faire des financements à 40 ans, 50 ans. Ça existe. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez de projets. C'est un paradoxe. On a un sentiment d'urgence, mais aujourd'hui, je vous le dis, les financeurs, nous n'avons pas assez de projets. Les projets de collectivité ou les projets d'entreprise. Et ça en est à un point aujourd'hui que nos superviseurs, la BCE, la CPR, s'inquiètent aujourd'hui d'une bulle spéculative sur les actifs verts. Donc s'il y a des chefs d'entreprise, des responsables de collectivités, venez nous voir, venez me voir. Voilà, nous sommes là pour vous servir, c'est important. Je pense que c'est important, l'action, la mise en mouvement est cruciale. Et les collectivités ont un rôle important à jouer. Alors, comment les accompagner? Et là aussi, c'est un point, je crois, je veux partager avec vous, la minute qui me reste. C'est la manière, pour nous, en tant qu'acteurs financiers, de créer de la valeur. Au-delà, la valeur, ce n'est pas seulement un dividende social. La valeur, c'est comment nous accompagnons la transition. Et nous travaillons aujourd'hui sur une approche qui nous semble nécessaire, c'est passer du diptyque rendement-risque, qui est l'optique classique des banques. Quand on va examiner les mérites d'un crédit, on regarde rendement-risque. C'est passer à un triptyque rendement, risque, impact. Et pour rendre ça extrêmement concret, voilà, par exemple, on a lancé un crédit immobilier impact cette semaine. C'est-à-dire que pour nous, c'est important de mesurer effectivement le rendement énergétique d'un bien. C'est important de mesurer si ce bien finance la primo-accession, si le bien ne participe pas à l'artificialisation des sols. Voilà, il y a tout un schéma de création de valeur et il va nous permettre d'être plus pertinent dans l'accompagnement des collectivités, des entreprises et des particuliers. Merci Philippe.
Monsieur le ministre, cher Bruno, beaucoup de choses passionnantes ont été dites. Vous avez la minute de conclusion qui vous revient. Impossible sur ce sujet de essentiel. conclure sur ce sujet. Simplement, d'abord, je voudrais remercier chacun des intervenants pour la qualité de leurs propos. Et puis, je voudrais m'adresser à tous ceux qui ne sont pas convaincus. Tous ceux qui trouvent que le changement climatique, c'est un enjeu secondaire. Il y en a beaucoup en France, en Europe. Je voudrais simplement leur dire ce que Ilham et Philippe ont parfaitement dit. Nous ne pouvons pas nous payer les conséquences du changement climatique. C'est hors de prix. C'est totalement hors de notre portée. Ça va vous coûter une fortune de réparer les conséquences du changement climatique. Ça va vous coûter une fortune de payer une prime d'assurance pour des logements qui ne pourront plus être assurés demain, ici, sur le territoire de l'Hexagone, comme dans les départements ou les territoires d'outre-mer. Vous avez 8 millions aujourd'hui de maisons, d'habitations qui sont menacées par ce phénomène de retrait, gonflement, argile, les sols se sèchent, les murs se craquellent, votre maison ne vaut plus rien, personne ne voudra vous assurer. Le trait de côte bouge, personne ne voudra plus assurer les maisons qui sont au bord des océans. Nous n'avons pas les moyens de l'inaction. Et à tous ceux qui sont convaincus, qui je l'espère sont majoritaires dans cette salle, c'est de vous que tout dépend. Nous, l'État, la puissance publique, les politiques, nous prenons l'engagement de vous offrir le cadre le plus favorable possible pour être une grande nation de production verte. Mais ensuite, l'imagination, la création, les investissements, l'ouverture des usines, la création et la multiplication de ces start-up qui vont inventer des procédés, qui vont disrupter ce qui existe, c'est de vous que cela dépend. Je suis enthousiaste pour le climat. Soyez 100 fois enthousiastes comme vos responsables politiques. C'est l'enthousiasme qui nous permettra de bouger les lignes. C'est l'enthousiasme qui nous permettra de laisser une planète plus vivable à nos enfants. J'ai 4 enfants. Beaucoup d'entre vous en ont ici. Je pense qu'on a tous la même envie. On va leur laisser demain, quand nous serons à la retraite, comme le disait très bien Ilham. Je ne sais pas très bien quand ce sera, mais enfin ça arrivera bien un moment ou un autre. Nous avons tous envie que l'air que nous respirons soit plus pur. Nous avons tous envie que nos enfants ne tombent pas tous malades de l'asthme comme ils sont en train de le tomber aujourd'hui. Nous avons tous envie qu'ils voient les glaciers et qu'ils sachent ce que c'est qu'un beau glacier. Nous avons tous envie qu'ils puissent se baigner dans la mer sans avoir des déchets plastiques à chaque fois qu'ils sont en train de nager. Nous avons tous envie qu'ils puissent respirer correctement. Et nous avons tous envie aussi qu'ils soient mieux soignés, qu'ils aient accès à des médicaments innovants, qu'ils aient de quoi vivre, qu'ils aient de quoi voyager, qu'ils aient de quoi avoir accès à la culture, garder un niveau de prospérité très élevé. C'est ce défi-là qui est entre nos mains. C'est ce défi-là qui nous regarde et dont dépend l'avenir de nos enfants. Donc faites preuve d'enthousiasme, battez-vous pour le climat, imaginez, inventez, et c'est comme ça que nous laisserons un monde meilleur. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde et merci à vous d'y avoir été sensibles. Très bonne continuation des rencontres d'Aix.